Le désir. Il murmure, il persiste, il tire les ficelles de votre esprit quand vous vous y attendez le moins. Avez-vous peur de l'écouter ou allume-t-il quelque chose au plus profond de vous? Dès notre premier souffle, le désir nous façonne, nous guide, nous hante et parfois nous tourmente. La société nous dit de le réprimer. La morale nous somme de le contrôler. Pourtant, l'histoire prouve que les moments les plus passionnés, les plus puissants et les plus dangereux de l'humanité ont été portés par sa force. Mais voici la vraie question. Le désir est-il votre pire ennemi ou votre super pouvoir inexploité? Freud pensait que le refouler pouvait nous rendre malades. Jung y voyait la clé pour révéler notre véritable moi. La mythologie, le cinéma, l'art, où que vous regardiez, le désir est la force qui crée et qui détruit. Et maintenant, c'est à votre tour de regarder en vous. Êtes-vous prêt à plonger dans les eaux sombres de vos propres aspirations ou claquerez-vous la porte en prétendant n'avoir jamais entendu son murmure? Plongeons ensemble. Un fantôme vous suit. Il ne parle pas avec des mots, mais par des murmures de convoitise, des lueurs vacillantes à l'arrière-plan de vos pensées. Vous pouvez le réprimer, le pousser dans un coin sombre de votre esprit, prétendre qu'il n'existe pas. Mais il attend, il observe, affamé. C'est le désir, l'ombre derrière chaque choix, le pouls sous chaque hésitation, la raison pour laquelle vous rêvez de choses que vous n'osez pas dire à voix haute. Le désir est l'une des forces les plus puissantes de la nature humaine, et pourtant, il demeure l'une des moins comprises. Nous en parlons à voix basse, le drapant de secrets, parfois même de honte. Mais d'où vient-il? Que veut-il? Et que se passe-t-il lorsque nous refusons de l'écouter? Pour percer ce mystère, nous devons voyager en profondeur, au-delà des masques que nous portons, au-delà même de notre conscience, dans les paysages de la psychanalyse, de la mythologie et de la culture, là où le cœur du désir bat le plus fort. Dans cette première partie, nous explorerons comment le désir opère dans l'esprit, en nous appuyant sur la théorie psychanalytique de Freud et le concept de l'ombre de Jung. Nous examinerons également comment le désir se manifeste dans la vie de tous les jours, du plus banal au plus dramatique, et comment le refoulement le tord souvent en quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. À la fin de cette section, nous commencerons à voir que le désir n'est pas une simple impulsion passagère, mais une force fondamentale qui façonne nos identités et nos destins. La nature du désir, une faim insatiable. Imaginez un enfant tendant la main vers une flamme. L'adulte intervient. Non, ne touche pas, tu vas te brûler. L'enfant hésite, la main suspendue. Le feu appelle quelque chose d'ancien en lui. La restriction ne fait qu'aiguiser sa faim. Telle est l'essence du désir. Une douleur rendue plus vive par le déni. Dès que nous prenons conscience du monde, nous sommes entraînés à réprimer. Nos premiers désirs, crier, saisir, goûter, se heurtent à des limites. Certaines sont pratiques. Ne pas toucher le feu pour ne pas se blesser. D'autres sont imposées par la société. Ne pas exprimer sa colère trop fort, ne pas montrer son attirance trop ouvertement, ne pas convoiter avec trop d'avidité. Alors, nous apprenons à maîtriser, à cacher, à prétendre. Mais qu'advient-il de ces désirs cachés? Freud, le père de la psychanalyse, pensait que rien ne disparaît jamais vraiment dans l'esprit humain. Au lieu de cela, tout se retire sous la surface, dans l'inconscient, où cela fermente et se transforme. Les désirs que nous refusons de reconnaître ne s'évanouissent pas.
il mute. Le modèle de l'esprit selon Freud, la cage et la bête. Pour comprendre les mécanismes du désir, nous devons d'abord comprendre la division de la psyché en trois parties selon Freud. Le ça, la part brute, instinctive. Il est chaotique, exigeant, rempli de désirs de plaisir, de pouvoir et de satisfaction primaire. Le ça ne se soucie pas des conséquences. Il sait seulement ce qu'il veut. Le moi, le médiateur, la partie de nous qui traite avec la réalité. Il négocie entre ce que nous voulons et ce qui est socialement acceptable. Et le surmoi, le gendarme moral, construit à partir des normes sociétales et des règles intériorisées. C'est la voix qui dit « tu ne dois pas », le gardien de la honte et de la retenue. Le désir prend naissance dans le ça, surgissant comme un magma, mais en atteignant la surface, il est confronté au surmoi, qui nous ordonne de le repousser. Le moi, pris entre les deux, lutte pour maintenir l'équilibre. Lorsqu'un désir est trop dangereux pour être réalisé, il est refoulé, enfermé dans l'inconscient. Cependant, le refoulement a un coût. Un désir nié ne disparaît pas. Il trouve d'autres moyens de faire surface. Il peut se glisser dans les rêves, déguisé en symbole. Il peut éclater sous la forme d'une obsession inexplicable, d'une peur irrationnelle, d'une rage soudaine. Ou il peut s'infiltrer par la sublimation, transformé en art, en musique, en littérature. Mais dans sa forme la plus extrême, le désir refoulé peut se tordre en névrose, en compulsion et même en violence. L'ombre de Jung, le monstre dans le miroir. Si le modèle de Freud explique les mécanismes du refoulement, le concept de l'ombre de Jung en explique les conséquences. Selon Jung, chaque personne possède une ombre, une partie d'elle-même qui contient tous les aspects qu'elle refuse de reconnaître. Plus nous nions nos désirs, plus notre ombre devient sombre et volatile. Imaginez une personne élevée dans la croyance que la colère est inacceptable. Elle n'élève jamais la voix, toujours souriante, toujours polie. Mais un jour, quelqu'un lui fait une queue de poisson en voiture, et soudain, une explosion de rage éclate. L'ombre s'est libérée. C'est le paradoxe du refoulement. Plus nous nions une émotion, plus elle acquiert de pouvoir sur nous. Il en va de même pour le désir. Une personne qui réprime ses pulsions romantiques ou sexuelles pourrait se retrouver consumée par la jalousie ou l'obsession. Une personne qui nie son ambition pourrait s'auto-saboter, effrayée par sa propre faim. Le désir au quotidien, le marionnettiste silencieux. La plupart des gens croient maîtriser leurs décisions, mais en réalité, une grande partie de ce que nous faisons est influencée par des désirs cachés. La carrière que nous choisissons, les personnes qui nous attirent, les choses qui nous frustrent ou nous inspirent. Sous chacun de ces éléments se cache une force inconsciente qui guide nos actions. Pensez à l'attirance tacite. Deux collègues travaillent ensemble, aucun ne reconnaissant le courant de tension sous-jacent entre eux. Ils se convainquent que ce n'est rien, et pourtant, leurs mots s'attardent, leurs conversations dérivent vers le personnel. Ils trouvent des prétextes pour être proches. L'énergie monte, non dite, jusqu'au jour où elle déborde, dans un moment de passion ou une rupture irréversible. Ou prenez l'ambition. Une personne élevée dans un foyer prônant l'abnégation peut grandir en pensant que le succès personnel est égoïste. Elle nie sa soif de réussite, mais le désir ne s'estompe pas. Il se retourne contre elle, se manifestant par le ressentiment, l'amertume ou l'autosabotage.
Le désir ne sera pas ignoré. Soit il trouve une expression, soit il trouve la destruction. La ligne fine entre passion et obsession. Lorsque le désir est reconnu et intégré, il peut être l'une des forces créatrices les plus puissantes qui soient. C'est le feu qui pousse les amants à traverser des continents, qui alimente les révolutions, qui fait brûler la vie de sens. Mais lorsque le désir est nié, il peut se tordre en quelque chose de monstrueux. L'histoire est remplie de rois qui ont perdu des empires pour un amour interdit, de génies effondrés sous le poids de leurs obsessions, de gens ordinaires qui ont détruit leur vie en poursuivant un idéal hors de portée. Carl Jung a mis en garde contre les dangers de la suppression de l'ombre, ces pulsions primales et sombres enfouies sous la surface du moi civilisé. Parmi elles, la plus puissante est la luxure, cette pulsion ardente et indomptée que la société craint, discipline et enchaîne dans sa quête d'ordre. Mais quel est le coût de ce refoulement? Qu'arrive-t-il lorsque le désir n'est pas reconnu mais enterré vivant? La réponse est aussi profonde que terrifiante. La revanche de l'ombre. Le refoulé fait toujours retour, mais jamais sous la forme que nous anticipons. La luxure niée ne se dissout pas. Elle se déguise en supériorité morale, éclate en vice compulsif ou se manifeste par une rage inexplicable. Le plus pieux devient le plus pervers, et l'ascète devient le prédateur. Les preuves sont partout. Les plus grands scandales de l'histoire ne se trouvent pas dans les ruelles de la débauche, mais dans les couloirs de la retenue. Le prêcheur qui dénonce le désir est souvent celui-là même pris dans des affaires scandaleuses. Le dirigeant qui impose des lois puritaines est fréquemment celui qui se noie dans des indulgences secrètes. L'ombre se frayera toujours un chemin vers la lumière par la compulsion, la névrose et parfois la folie. La maladie du déni. Le refoulement engendre la maladie. Jung ne le voyait pas comme une vertu, mais comme une pathologie. Lorsque le désir sexuel est ignoré, il se transforme en anxiété, en dépression, en paranoïa. La personne qui nie ses désirs perd le contact avec son moi authentique, ce qui entraîne une psyché fragmentée. Le refoulement sexuel nourrit la honte, le plus insidieux des poisons, qui s'infiltre partout, rendant l'amour impossible et l'intimité terrifiante. Les personnes piégées dans cette toile soit se ferment émotionnellement, soit basculent dans l'extrême opposé. L'indulgence imprudente, l'addiction ou l'autodestruction. Un coût pour la société. Le coût du refoulement s'infiltre dans le tissu social. Jung a prévenu que ce qui est nié dans la psyché personnelle trouve son chemin dans l'inconscient collectif. Lorsque les sociétés répriment la sexualité, elles créent des cultures d'hypocrisie et de violence. Plus une culture insiste sur la pureté, plus elle engendre la déviance secrète, les doubles vies et des systèmes d'oppression qui punissent le désir tout en l'exploitant à huis clos. Un monde qui refuse de reconnaître la luxure ne l'éradique pas, il en fait une arme. La voie de sortie, l'intégration, pas la suppression. Jung ne prônait pas une indulgence débridée, mais une intégration consciente. La seule façon de se libérer de l'emprise du désir refoulé est de le reconnaître, de le comprendre et de le canaliser de manière constructive. Reconnaître ses désirs sans honte, c'est reprendre son pouvoir. Posséder son ombre, c'est l'empêcher de nous posséder. Il s'agit de comprendre l'énergie derrière la luxure, non comme une chose à craindre, mais comme une force qui peut être dirigée vers la créativité, la passion,
une connexion pleine de sens. La suppression crée des monstres. L'intégration crée la complétude. Le tribut final, quand le refoulement devient destin. Refouler, c'est renoncer au contrôle. Ceux qui n'affrontent pas leurs désirs consciemment seront gouvernés par eux inconsciemment. Le coût du désir refoulé n'est pas seulement une souffrance personnelle, mais une vie gâchée, un destin dicté par la peur plutôt que par l'épanouissement. En termes jungiens, ce que nous ne rendons pas conscient nous revient sous forme de destin. L'amant qui nie la passion devient le cynique. Le prêtre qui craint la tentation devient le prédateur. L'artiste qui enterre son désir devient le critique qui détruit l'œuvre des autres. Et à la fin, le coup le plus tragique est peut-être celui-ci. L'érosion lente et silencieuse du moi. Une vie vécue dans la peur de ses propres désirs est une vie à moitié vécue. Et il n'y a pas de plus grand regret que de réaliser que l'on n'a jamais vraiment vécu.